Bonjour à tous, bienvenue. Ravi et honoré de vous voir si nombreux à cette session, vraiment un grand plaisir. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, vous vous intéressez sûrement à Anthropic Claude ou Mistral ou Llama 2 et de nombreux autres modèles de fondation qui vous passionnent, probablement aussi qui peuvent vous surprendre. Mais est-ce que ces modèles savent répondre à tous vos besoins? Est-ce qu'ils connaissent réellement le contexte de votre métier? Regardons ensemble un exemple. Si je demande à l'un de ces modèles de m'aider à planifier mes prochaines vacances d'été, c'est très agréable de voir comment ces modèles comprennent ma question et qu'ils me répondent en langage naturel. Et si je leur demande de me partager les dernières données tarifaires, vous vous doutez bien, c'est des données qui évoluent en permanence, qui auraient certainement évolué depuis que le modèle a été entraîné. Et dans bien de cas, il s'agit de modèles qui ne sont pas publics, donc inconnus au modèle. Et donc, hélas, il ne sait pas me répondre. Est-ce que pour autant, ils savent me mettre en relation avec une agence de voyage? Alors, il s'agit de modèles qui excellent en langage naturel, en génération d'images, production de contenu. Mais nativement, ils ne savent pas réaliser des tâches à ma demande. Et donc, malheureusement, ils ne savent pas me répondre nativement. Et donc là, vous voyez bien comment tout l'enthousiasme départ créé par ces modèles peut rapidement s'estomper si ces modèles ne sont pas réellement adaptés, personnalisés au contexte de votre application et de votre métier. Alors, vous l'avez compris, c'est tout le problème dont on va vous parler dans cette session. On va vous expliquer comment vous pouvez améliorer vos applications en IA générative à travers la méthode RAG sur Amazon Bedrock. Le but étant d'avoir de meilleures qualités de réponse, adaptées et personnalisées au contexte de votre application. Alors, il est temps de me présenter. Je suis Nizar Kher, architecte solution senior chez AWS France. Je suis accompagné par ma collègue Myriam Ezaouia, également architecte solution dans les mêmes équipes, et nous recevons aussi Hugues Gendre, qui vous fera un retour d'expérience de la mise en place de ces modèles au sein de l'UCPA. Alors, avant de commencer, vous me diriez, mais pourquoi faut-il personnaliser un modèle de fondation? Et déjà, c'est quoi un modèle de fondation? Il s'agit de structures mathématiques entraînées sur de vastes volumes de données, avec la particularité qu'ils savent produire du contenu. Alors, si ces modèles sont entraînés sur de vastes volumes de données, pourquoi faut-il les personnaliser? Eh bien, tout simplement, puisqu'ils ne connaissent rien de vos données internes. Ils ne connaissent pas votre contexte métier. Que ce soit dans un domaine de santé, par exemple, vous voulez étudier, analyser des résultats d'analyse et générer des rapports, des comptes rendus, tout en tenant compte de votre lexique, de votre vocabulaire interne. Ou alors dans un contexte financier, vous voulez analyser des chiffres financiers et générer des rapports comptables. Ou tout simplement, vous souhaitez avoir des réponses contextualisées en tenant compte de vos données internes, par exemple de vos FAQ. Et là où il y a de la donnée, c'est là où il y a la réelle valeur métier pour vous. Donc autant en profiter. Donc, maintenant qu'on comprend pourquoi il faut personnaliser un modèle de fondation, comment peut-on faire? Je vais vous en donner quelques pointeurs. Alors, la méthode la plus simple, on peut commencer par l'ingénierie du prompt. Le prompt étant l'instruction de base, la demande, la question que vous formulez au modèle et pour laquelle vous souhaitez avoir une réponse. Il y a plusieurs méthodes comment on peut personnaliser un prompt. Ça peut être justement en situant le contexte dans la question. Comme ça, le modèle, il sait dans quel environnement il évolue. Par exemple, tu es un agent conversationnel dans un service après-vente. Tu aides à analyser les questions des clients et à apporter des réponses. Une autre méthode de faire, ce serait plutôt de la pondération. Donc, vous insistez dans votre prompt sur certains éléments pour lesquels vous souhaitez absolument que le modèle apporte ou pas une réponse. Par exemple, ne réponds surtout pas si tu ne connais pas la réponse, pour réduire les hallucinations. Vous pouvez aussi enchaîner plusieurs prompts élémentaires si vous avez une logique relativement complexe. Et donc, le résultat de chaque prompt, il viendra alimenter celui d'après pour avoir en fait la tâche à réaliser. Une autre façon de faire, ce serait le RAG. On va en parler plus en détail tout à l'heure, mais ça consiste à faire une recherche préalable dans vos données pour extraire des éléments de contexte pertinents au regard de la question posée. Et ces éléments-là viendront enrichir la question.
Bien entendu, le RAG et l'ingénierie prompt, il n'agit pas sur les paramètres mêmes du modèle, mais plutôt sur les données en entrée. Il y a d'autres méthodes, comme le fine-tuning, qui permettent justement d'adapter les paramètres mêmes du modèle, qui peut être un besoin dans certains cas. Par exemple, dans l'industrie média ou dans le journalisme, vous souhaitez générer des commentaires sportifs en tenant compte d'une syntaxe, d'une forme qui est relative à votre image de marque, ou pour des articles de presse. Donc là, il conviendrait de fine-tuner le modèle avec des extraits, des exemples de vos données internes. Et bien entendu, il y a la solution, on va dire, ultime de construire votre propre modèle de fondation, mais ça demande bien entendu des ressources de calcul, des volumes de données qui ne sont peut-être pas forcément à disposition de tout le monde, et peut-être ce n'est pas forcément l'objectif de tout le monde non plus. Toutes ces méthodes n'ont pas la même complexité, le coût et le temps de mise en place de la solution. Donc, il conviendrait de comprendre comment je peux choisir la meilleure solution pour mon besoin. Et ça dépend bien entendu de la tâche que vous souhaitez réaliser. Il convient d'abord de savoir est-ce que ma tâche elle a besoin d'accéder à des données à jour. Et pour ces données à jour, est-ce qu'elles évoluent ou pas en temps réel? Alors, si vos données sont relativement statiques, ça peut être dans vos entrepôts de données, dans vos outils de partage, du Dropbox, du Workdocs. Alors là, l'Oracle peut parfaitement s'appliquer. En revanche, si vos données évoluent en temps réel, elles sont bien entendu accessibles à travers une API, une base de données. Et donc là, il conviendrait de s'interfacer avec un agent qui va extraire l'information à jour et la fournir en entrée au modèle. D'autre côté, si vos données sont consolidées, historiques, et que la tâche que vous souhaitez assigner au modèle n'est pas complexe, l'ingénierie prompt peut parfaitement être une solution adaptée. Par ailleurs, si la tâche elle est complexe, ou elle a besoin d'être enrichie de données consolidées issues de votre environnement interne, tout à l'heure j'évoquais l'exemple dans l'industrie de médias, là le fine-tuning peut être une solution. Bien entendu, toutes ces méthodes sont disponibles à travers la même API d'Amazon Bedrock. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la méthode RAG. Et du coup, c'est quoi le RAG? Donc, c'est l'acronyme de Retrieval Augmented Generation, à savoir d'abord la recherche préalable dans vos données internes pour trouver l'information ou les éléments de contexte appropriés pour une question posée. Ces éléments de contexte viendront enrichir, donc c'est la phase augmentation du RAG, le prompt initial. L'ensemble est passé, donc la question et les éléments de contexte passés au modèle pour générer les réponses, et c'est l'étape génération. Mais vous me diriez, pourquoi faut-il faire une recherche préalable? Je ne peux pas tout simplement exploiter tout mon potentiel de données à chaque fois que je pose une question? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque si on enrichit le modèle avec des éléments qui sont hors contexte, eh ben, du coup, le modèle aura tendance à piocher par lui-même, donc on peut éventuellement être exposé à des risques d'hallucination. Mais aussi, puisque les modèles ils sont limités dans leur nombre de paramètres en entrée, on parle de fenêtres en entrée du modèle, qui se mesurent en plusieurs milliers, dizaines, voire centaines de milliers de paramètres en entrée, mais bien entendu, c'est une fenêtre qui est limitée. Et ça peut aussi avoir une incidence sur le coût, puisque dans les modèles de facturation à la demande, le coût dépend du nombre de paramètres en entrée et en sortie. Donc il est vraiment important de trouver l'information contexte pertinente au regard de la question posée. Alors, ça peut avoir plusieurs cas d'application. D'abord, pour améliorer la qualité de connaissance. Tout à l'heure, j'expliquais que le modèle de fondation il est entraîné sur de vastes volumes de données. Ces données peuvent ne plus être à jour, peuvent être parcellaires, donc il conviendrait d'enrichir avec vos données propres, justement pour réduire ou pour maîtriser l'hallucination. Et donc là, le RAG peut parfaitement s'appliquer. Ou alors, si vous souhaitez tout simplement utiliser l'intelligence du modèle et la canaliser en l'appliquant uniquement sur vos données, donc en écartant les connaissances préalables du modèle. Là, le RAG peut parfaitement être une solution également. Ou alors, par exemple, dans le contexte éducatif, si vous souhaitez avoir des réponses qui soient personnalisées en fonction du profil de l'étudiant, donc on ne va pas répondre avec le même niveau de complexité pour expliquer un élément du cours selon les compétences et le savoir-faire de l'étudiant, donc là, le RAG peut parfaitement être utile. Ou alors une fonction que j'utilise régulièrement, c'est la synthèse en temps réel d'éléments. Donc, par exemple, faites une réunion, vous prenez pas mal de notes et vous demandez au modèle qu'il les synthétise pour vous. Mais vous l'avez bien compris, tout dépend de la qualité de recherche. C'est ce qui va déterminer la qualité du contexte. Comment est-ce qu'on peut trouver ces éléments de contexte? Alors, il y a plusieurs méthodes de recherche dans vos sources de données.
Ça peut être soit une recherche basée sur des mots-clés, ça marche parfaitement si vos données ne sont pas structurées, ça peut être dans des entrepôts, dans des documents. Donc on va extraire les éléments des mots-clés de la question et on va chercher pour trouver des éléments dans le texte qui mentionnent ces mots-clés. En revanche, si vos données ne sont pas structurées, donc ils sont plutôt dans une base de données ou accessibles via une API de service, il conviendrait de décrire en fait la requête préalable vers le service et venir enrichir cette requête avec des paramètres extraits du prompt. Mais je vais plutôt m'intéresser à une troisième catégorie qui est la recherche sémantique, qui a le mérite de reconnaître la signification même de la question. Donc on va comprendre ce que l'utilisateur souhaite vraiment savoir et on va chercher les éléments de contexte qui, de par leur sémantique, y répondent. Ça a le mérite d'avoir de meilleure qualité de contexte, donc de meilleure qualité de réponse. Mais alors, une machine, finalement, elle ne comprend que des 0 et des 1. Comment est-ce qu'un modèle va pouvoir comprendre la signification d'un texte? Il faut trouver un moyen pour le convertir, ce texte, en vecteurs numériques qui vont permettre à la machine de reconnaître les éléments de contexte appropriés. Là, en fait, il convient d'utiliser des modèles d'embedding. Donc, c'est des modèles dont le rôle, c'est de convertir un texte en entrée en vecteur numérique, avec la particularité de préserver les liens entre les différents termes dans le texte. Comment ça marche en pratique? Donc, à partir de vos données sources, elles sont découpées en plusieurs séquences de texte qu'on va nommer chunks. On verra tout à l'heure avec Hugues comment est-ce qu'on peut adapter les tailles de chunks pour avoir de meilleures qualités. Ces chunks sont convertis en vecteurs numériques qui viendront peupler une base de données vectorielle qui va représenter l'ensemble des vecteurs numériques pour tous les chunks de ma base documentaire. Vous posez une question au modèle, c'est le même modèle d'embedding qui va convertir votre question en un vecteur numérique, et ce vecteur va servir comme clé de recherche dans la base vectorielle pour extraire les chunks qui ont la représentation vectorielle qui se rapproche le plus du vecteur représentatif de la question. Et l'ensemble de ces chunks seront retournés par le modèle comme étant le résultat de la recherche sémantique. Mais vous voyez bien, ça demande de mettre en place une infrastructure, héberger un modèle d'embedding, avoir un pipeline d'ingestion de données pour vectoriser ces données-là et une base vectorielle pour avoir le résultat de vectorisation. Ça fait beaucoup de travail quand même et ça dévie nos clients de leur objectif de base qui était d'améliorer la qualité de leur application. Donc c'est justement pour cette raison que nous avons intégré dans Amazon Bedrock un certain nombre de modèles d'embedding. Donc je peux donner l'exemple du modèle de Cohere Embed et aussi en fait le modèle Amazon Titan Text Embedding qui a été annoncé en septembre de l'année précédente, en 2023, qui est un modèle qui est spécialement conçu par AWS pour l'analyse de texte. C'est un modèle qui est disponible en 25 langues. Très important de choisir la langue en fonction de vos sources de données. Hugues vous en parlera tout à l'heure. Et le plus important, c'est que c'est un modèle qui est disponible à travers la même API du service Amazon Bedrock. Donc, à travers la même API de service, vous pouvez accéder à votre modèle d'embedding et aussi au modèle de génération de contenu par la suite. Alors, il est temps de remettre tout ça en fait en musique pour voir comment tout ça s'articule, le RAG en action. Pour avoir le RAG, vous avez besoin donc de deux étapes. La première, c'est la partie ingestion de données, qui reprend le même exemple que je vous donnais tout à l'heure. Donc, à partir de vos données sources, elles seront séquencées en extraits de texte unitaires, les chunks. Ces chunks seront convertis par le modèle d'embedding en vecteurs numériques qui viendront peupler une base vectorielle. C'est la première étape. On va passer à l'étape suivante, qui est la génération du texte. Donc, l'utilisateur, il va poser une question. Cette question, elle va être reprise par le modèle d'embedding converti en vecteur numérique. Ce vecteur servira comme clé de recherche dans la même base vectorielle qui sert pour représenter les données sémantiques de vos sources, pour retourner le contexte approprié au regard de la question posée. Le contexte et le prompt initial, ils vont être regroupés, c'est la phase de l'ingénierie prompt, pour avoir la question avec les éléments de contexte en entrée du modèle de fondation qui va répondre avec la réponse pertinente. Donc voilà, j'espère maintenant vous voyez la partie conceptuelle de ce que c'est le RAG. Maintenant, je vais passer la main à Hugues. Il vous fera un retour d'expérience dans le contexte de l'UCPA, comment ça a été mis en place. Merci Nizar.
Bonjour à tous, merci. Hugues Jean, je suis le DSI de l'UCPA. Juste pour vous recaler un peu ce qu'est l'UCPA et l'écosystème, pour que vous voyez comment le RAG a été introduit dans cet écosystème. L'UCPA, c'est une association française qui a trois grands métiers. Le métier des vacances pour les jeunes et les moins jeunes. Le métier du sport, on exploite pour le compte de collectivités locales des équipements sportifs. On a plus de 18 centres équestres, des piscines et puis depuis peu, on construit nos propres équipements, des sport stations, des aqua stadiums, c'est comme ça qu'on les appelle. Et puis le métier de la formation. On forme plus de 2500 jeunes par an au métier du sport. Ça, c'était pour l'écosystème business. L'écosystème technologique, l'UCPA est sur le cloud AWS depuis 2018, avec une philosophie qui tient en 4 mots: all-in, AWS, serverless, tout ce qu'on peut automatiser, on l'automatise, et on fait tout en interne. Si bien que ça fait à peu près une galaxie de services. On utilise, vous voyez évidemment, beaucoup de services AWS, et puis vous commencez à avoir des services comme Claude, comme SageMaker et comme Bedrock. Alors, l'approche IA et GenAI à l'UCPA, elle remonte à 2018, puisque dès 2018, on a commencé à intégrer nos propres, à jouer avec les IA. D'abord pour de l'analyse vidéo, pour améliorer la posture d'un cavalier sur son cheval. Et là, on s'appuyait sur SageMaker exclusivement. Ensuite, pour accompagner les parcours clients, des clients sur nos nouveaux sport stations, on a proposé de l'analyse de documents en temps réel qui permettait, depuis son téléphone, à accéder aux clients à des tarifs promotionnels. Et là, pour le coup, on a commencé à cascader beaucoup plus d'IA, donc Recognition, Textrat, Comprehend, et SageMaker aussi pour fine-tuner le dernier modèle. Ensuite, on a essayé, on a déployé Connect, et puis là, on a vu un chatbot tout fait par Amazon qui s'appelait Lex2 et qui nous paraissait super. Bon, ça a été ça n'a pas été concluant, justement parce qu'il n'y avait pas toute cette interaction conversationnelle. Et puis là, depuis un an, les use cases pleuvent pour faire de la catégorisation et du résumé d'appels de clients, pour faire de l'analyse de sentiments et de la catégorisation d'avis clients, pour gérer l'intégration des factures fournisseurs, pour gérer des offres d'emploi, et puis pour augmenter le collaborateur. C'est ce qui va m'intéresser là avec le RAG. Et ça, pour le coup, on a multiplié les cas d'usage, réduit le temps pour aller les mettre en service en s'appuyant sur Bedrock et un peu SageMaker aussi. Alors, le fameux collaborateur augmenté, le besoin, il est simple, c'est de permettre aux collaborateurs d'être plus créatifs et plus productifs. Donc, l'idée, ça a été de mettre à disposition d'un peu plus de 200 collaborateurs un chatbot privé. Donc, privé, c'est le mot qu'il faut retenir. C'est-à-dire que ce n'est pas les API d'OpenAI ou les API d'Anthropic ou les API de Mistral en direct, où on ne sait pas trop ce qu'il advient de nos données. C'est vraiment chez nous, dans nos VPC, dans nos data centers, enfin, dans ceux d'Amazon, mais chez nous, en Europe. Donc, deux use cases. Le premier, c'est permettre aux collaborateurs de dialoguer avec ses propres données. Et le deuxième, c'est permettre aux collaborateurs de dialoguer avec les données de l'entreprise. Donc, en gros, partager ces données à d'autres. Alors, la solution, elle a été, ça a été pas un long fleuve tranquille, mais un long fleuve tout court. Ça a commencé l'année dernière, où on a travaillé sur le RAG avec ce qu'on avait à disposition. Donc, il n'y avait pas Bedrock, donc c'était Longchain, c'était les modèles en direct. Et puis, progressivement, on a abouti à quelque chose d'intéressant, prêt à appuyer sur le bouton. Et à ce moment-là, il y a une initiative open source qui est apparue, GenAI Chatbot, qui intégrait justement beaucoup plus de choses, beaucoup plus de fonctionnalités et notamment beaucoup plus d'observabilité, même pour l'utilisateur final, dans ce qui allait se passer. Et donc, en quelques semaines, Hamza, notre lead tech, a intégré et a repris tous les travaux qu'il avait pu faire les 6 mois d'avant pour intégrer cette solution open source.
Alors, juste une petite démo de comment ça fonctionne. Donc, quand on arrive sur le chatbot, juste un premier petit test déjà pour voir ce qui se passe quand on utilise sur nos propres données ou quand on utilise le bot sans rien. Donc là, vous voyez un test avec Claude 2, Claude Express, donc Claude 2 à gauche et au milieu, Claude Express à droite. À gauche, pas de RAG, et puis à droite, des RAG. Et là, on voit, je suis juste sur une simple demande, où peut-on faire du ski à du CPA? Évidemment, quand on lui demande que Claude, même Claude 2, n'interagit pas avec nos données, il ne sait pas faire. Et les deux autres, eh bien, ils vont interagir avec nos données. Alors ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a tout ce processing et puis parce que tout est en serverless, donc il faut réveiller un peu la stack. Et là, il va commencer à répondre. Donc c'est Claude Express qui répond le premier et qui explique où est-ce qu'on peut faire du ski à l'UCPA. Et puis Claude 2 finit par répondre aussi avec une qualité un peu plus sioux, un peu plus riche. Voilà. Donc, ce chatbot, vous voyez qu'il permet aussi, cette solution, elle permet aussi de comparer. Parce que c'est très important. Il n'y a pas un modèle qui satisfait tout. Donc là, on voit comment c'est créé. Donc en fait, il est allé chercher des données en fait, qui venaient d'un crawl d'un site web, qui venaient du crawl du site web de l'UCPA. Le deuxième a fait exactement la même chose. Alors, c'est peut-être pas forcément les mêmes données, mais il a crawlé le site web de l'UCPA. Il a enrichi le prompt, comme l'expliquait Nizar, pour restituer sa réponse. Alors, pour faire tout ça, la première partie, c'est l'ingestion de données. Donc, on utilise des conteneurs, des workspaces, dans lesquels on paramètre un certain nombre de choses pour l'ingestion de données. Donc, le pipeline de données, il se paramètre là. Le modèle d'embedding, donc nous, on utilise Titan, mais on pourrait en utiliser d'autres. Vous avez vu qu'on pouvait sélectionner celui d'OpenAI, pourquoi pas. La langue, très important, de lui dire comment est-ce que quel type de contenu on lui donne et dans quelle langue. Et puis, il y a plein d'autres choses qui sont importantes, et notamment, ça c'est du tuning qu'on a appris avec le temps, donc les modèles pour pouvoir distancier les vecteurs les uns des autres et donc pouvoir améliorer la qualité de ce qui va être retenu. Et puis, le fameux chunk. Donc, il y a plein de stratégies de vectorisation et de découpage des contenus. Nous, on a gardé une stratégie de nombre. Donc, en gros, on compte le nombre de caractères. Et puis, on coupe. Donc là, par exemple, vous avez vu, c'est coupé tous les 1000 avec un overlap de 200. Donc, on coupe de 1 à 1000, puis de 800 à 1800, puis de 1600, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire après? Eh bien, après, on peut uploader des fichiers. Alors, il y a une collection de formats qui sont compris. On peut ajouter du texte. On peut ajouter des questions-réponses. Et puis, on peut crawler un site. Alors, on peut aussi faire des fils d'RSS, mais ça ne se fait plus trop. Voilà. Et donc, tout ça, on le donne à manger. On le donne à manger au robot. En fait, on déclenche des step functions qui coupent, qui indexent et qui nourrissent une base vectorielle qui va servir, dans un deuxième temps, à enrichir le prompt en fonction de la question posée. Et donc là, même le chatbot lui-même, donc par exemple donc là vous avez vu, on utilise le workspace assistant Hugues, où peut aller un ado de 16 ans en vacances à l'UCPA, donc là il l'utilise, et même là, on peut fine-tuner le chatbot, donc en lui demandant le maximum de tokens, en paramétrant la température, le top P, et puis en définissant les métadatas, si on veut les avoir ou pas. Là encore, ça fait partie de la confiance de l'utilisateur vis-à-vis du chatbot. Il voit exactement quels sont les contenus qui ont été utilisés. Il voit le prompt qui a été utilisé, soit le prompt initial, soit les prompts suivants qui reprennent aussi l'historique de la conversation. Et donc, quelque part, on démystifie aussi ce magicien, ce chatbot conversationnel, en donnant les clés
à l'utilisateur final de comment ça marche et de qu'est-ce qui a servi pour générer la réponse. Et ça fait partie, ça c'est aussi une clé très importante pour avoir confiance dans les solutions proposées. Alors, l'architecture générale, très très simple, hein, en gros, un front-end, un moteur de serveur, enfin tout est serverless, mais un moteur au milieu qui gère l'intelligence de conversation, et puis ensuite, évidemment, Bedrock pour l'intelligence, la GenAI, et nous, on a choisi Aurora, je suis passé assez vite, mais dans ce moteur, enfin dans cette solution, on peut aussi avoir OpenSearch et Kendra comme source de données vectorielles. 2 dernières diapos pour faire un petit retour sur qu'est-ce qu'on a retenu de cette année concrètement. Ça a duré à peu près 1 an. Depuis la première fois on a touché et où on a essayé d'expérimenter les premiers processus RAG à maintenant. La première chose, c'est que la confidentialité, ce n'est pas un nice to have, c'est un must have. Et nous, on n'envisage pas de mettre en place un processus RAG sans bétonner la confidentialité. C'est ce que Bedrock apporte sur étagère, et c'est tant mieux. On n'a pas à se soucier de où sont stockées les données, qui a vectorisé, ce qui peuvent être utilisés pour réentraîner, etc. By design, on sait qu'avec Bedrock, c'est chez nous et ça ne bouge pas de chez nous. C'est aussi important pour que les utilisateurs, en toute confiance, partagent vraiment leur use case et partagent vraiment leurs questions. Des questions qui pourront être je veux faire une lettre de licenciement, etc., etc. Donc vous imaginez que la confidentialité, c'est important. Ensuite, le RAG, c'est pas magique. C'est pas magique, ça dépend de plein de choses. Je vous l'ai montré un peu. La stratégie de chunk, capitale. Est-ce que c'est du 1000 avec de l'overlap de 200? Est-ce que c'est du 2000 avec pas d'overlap? Est-ce que c'est pas des chunks, mais c'est par paragraphe? Est-ce que c'est pas par paragraphe, mais c'est par phrase? Est-ce que c'est ni l'un ni l'autre avec des systèmes de graphes très compliqués, etc. Au final, on est arrivé sur l'idée qu'on chunkait et que l'overlap, c'était pas si mal. Mais voilà, il faut l'expérimenter pour voir. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas un paramétrage magique qui fonctionne pour tout. Des documents juridiques doivent être chunkés différemment d'un document de relation client ou d'un document marketing. C'est vraiment quelle est la unique piece of knowledge qui est importante. Voilà. Et donc, ça ne s'applique pas pour tout, malheureusement. Troisième point, il faut une brique de re-ranking. C'est-à-dire que quand le prompt, quand le robot va chercher dans la base de données, il faut qu'il puisse qui ne sélectionne que les pieces of knowledge qui sont les meilleurs pour pouvoir fabriquer la réponse. Et donc, il faut les trier les unes par rapport aux autres en fonction de la question. Et puis enfin, et je pense que vous l'avez vu ici, il ne faut pas hésiter à essayer des modèles. Alors, c'est presque le dernier point, il y a quasiment pas de modèle qui parle français. Alors, depuis ce matin, il y en a un de plus, puisqu'il y a Mistral qui est disponible et qui est en plus disponible à Paris, c'est super. Mais jusqu'à présent, il n'y avait concrètement que Claude, qui était vraiment très fort, en français. Donc ça, c'est très important. Là encore, il n'y a pas de magie concernant le cycle de vie de la donnée. C'est-à-dire qu'une donnée obsolète, elle reste obsolète dans la base, et donc si elle est obsolète, elle peut très bien être utilisée par le robot, et donc donner une réponse qui n'est plus exact. Donc, il y a un mot en français, enfin en anglais qui dit ça, c'est garbage in, garbage out. Tout ce qu'on lui donne à manger, il peut le ressortir. Donc, si on lui donne à manger quelque chose de pas bon, il va ressortir quelque chose de pas bon. Et il faut aussi choisir ce qu'on lui donne à manger. Si jamais on donne beaucoup d'éléments, ça va faire du bruit et les réponses seront moins pertinentes. Les hallucinations, on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure. Oui, ça arrive et donc il faut les gérer. Donc, dans le prompt, là encore, les guidelines, les guardrails, il faut les mettre. Nous, on les a mis, c'est facile. S'il n'a pas confiance dans la réponse et s'il ne trouve pas la réponse, il dit « je ne sais pas ». Voilà, c'est une manière de gérer. Il y a d'autres manières qui pourraient être de dire si jamais tu ne trouves pas dans le RAG, tu vas chercher ailleurs, dans ta base de connaissances ou voire sur Internet. Pourquoi pas, nous, on ne prend aucun risque. Et puis enfin, on n'a pas beaucoup de recul sur les coûts. Il faut quand même bien l'avouer, le fameux token, là, dont tout le monde parle, ça reste quand même quelque chose de difficilement
qu'on a du mal à s'approprier. Donc là, ça va être le temps qui va nous dire ce qu'il en est. Et puis, on va bien voir si la facture augmente de manière inconsidérée ou pas. Mais c'est vraiment le dernier point sur lequel on manque encore un peu de recul. Voilà, je vous ai montré ce qu'on pouvait faire en custom, en utilisant les technos d'AWS, mais en les assemblant soi-même. Myriam va vous montrer comment ça marche tout seul avec Knowledge Base. Merci Hugues. Merci beaucoup. Merci encore pour ce partage d'expériences vraiment inspirant. Vous êtes effectivement passé par plusieurs étapes à l'UCPA. J'ai eu la chance de parcourir certaines étapes avec vous, comme j'ai le privilège de vous suivre au quotidien. Donc, si je récapitule, construire une application avec RAG, eh bien, ça nécessite beaucoup d'efforts, notamment efforts de développement. Donc, le choix déjà des sources de données, qui peuvent être multiples, le choix de la base vectorielle, savoir aussi gérer les modifications incrémentales sur cette base. Et surtout, ça demande des équipes talentueuses pour permettre de mettre tout ça en place, à l'image des équipes UCPA. Maintenant, la question, c'est comment faire abstraction de toute cette complexité. Donc là, on a Knowledge Base pour Amazon Bedrock. Knowledge Base, ou base de connaissances, mais on va garder le nom en anglais, c'est une fonctionnalité dans Amazon Bedrock qui va vous permettre de créer une application avec RAG entièrement managée. Ça vous permet tout simplement de passer l'étape d'ingestion de données. Donc, vous avez une option pour connecter avec votre source de données. Ensuite, par rapport au choix du modèle, là encore, vous n'avez pas besoin de développer la partie choix du modèle. Donc, vous avez nativement une option qui vous connecte au modèle disponible sur Bedrock. Et enfin, c'est très important de situer et identifier l'attribution de la source, c'est-à-dire où est-ce que mon modèle est parti chercher cette donnée et est-ce qu'il m'a fourni des réponses qui sont conformes à ma stratégie et à ce que je veux mettre en place. Si on revient sur le flux d'ingestion de données que nous a présenté Nizar tout à l'heure, donc on a nos données qui arrivent, des données nouvelles, peut-être de sources multiples, qu'on va ensuite mettre en morceaux, donc les fameux chunks, qu'on va par la suite passer au modèle d'embedding pour vectoriser, convertir en vecteur numérique et le stocker dans une base vectorielle. Donc ça fait quand même pas mal de choses à faire. Donc, avec Knowledge Base, on vous propose de simplifier tout ça, notamment en choisissant une source de données que vous pouvez mettre sur un bucket, sur Amazon S3. Donc, là encore, évidemment, vos données n'existeraient pas par défaut sur S3, mais vous pouvez, par exemple, faire un export ou une synchronisation de temps en temps, et comme cela, vous allez connecter à S3. Ensuite, dans S3, vous pouvez mettre plusieurs types de fichiers, donc que ce soit du PDF, du texte, Excel, CSV, Word, et au fur et à mesure, on augmente la liste. Et enfin, la prise en charge de la mise à jour incrémentale. Ça, c'est très important parce que votre base de connaissances, elle va évoluer dans le temps. Vous allez pouvoir rajouter des documents, supprimer des documents, etc. Et ça, c'est important que votre knowledge base puisse se synchroniser avec cette source de données sans devoir réindexer toutes les données depuis le début. Ensuite, par rapport au fameux chunking, hyper important, donc là, on vous propose 3 stratégies. Soit un chunk fixe, et donc là, vous définissez le nombre de tokens avec un pourcentage d'overlapping. Nous vous recommandons d'utiliser un pourcentage entre 10 et 20%. Sinon, vous pouvez choisir la stratégie par défaut, qui est de 200 tokens, ou bien vous pouvez ne pas faire de chunk si vous le souhaitez. Sur la partie modèle d'embedding, encore une fois,
Titan dont Nizar a un petit peu parlé, mais vous avez aussi le choix aujourd'hui avec Cohere. Bien sûr, on continue d'attirer plus de modèles sur cette partie-là. Et au niveau de la base vectorielle, soit vous vous dites, j'ai envie d'utiliser un service managé, et donc là, je vais utiliser OpenSearch Serverless, qui est par défaut sur la knowledge base. Sinon, aussi, Amazon Aura Postgre, c'est le choix que l'UCP avait fait, Redis, ou bien si vous dites, non, moi je suis entièrement open source, ça m'intéresse d'utiliser Pinecone, eh bien c'est possible aussi. Tout ce que je viens de dire est entièrement géré. Donc, maintenant, à quoi ressemble mon architecture? Donc, mon architecture ressemble à ça. Donc, on requête le modèle, on fait l'embedding, ensuite on doit extraire le contexte de la knowledge base, on fait le prompt engineering, on va préciser quel modèle on veut utiliser, et à la fin, on génère la réponse. Ça fait quand même beaucoup trop de choses à gérer. Donc, ça serait bien de simplifier un petit peu et de voir ça de façon différente. C'est là où nous vous proposons deux solutions. La première solution, c'est l'API Retrieve and Generate. Donc, l'architecture qu'on vient de voir, elle se réduit à je requête, l'API répond et me donne la réponse. Donc, il fait abstraction de toutes les étapes qui sont en dessous. Mais là, il y a un point important, c'est-à-dire dans la partie modèle. Ici, les 3 modèles qu'on va, en tout cas plutôt les 4 modèles qu'on va vous proposer, ce sont les modèles de chez Anthropic, donc Claude V1, V2.1, V2 et Claude 3 Sonnet, le dernier. Nous allons voir tout ça tout à l'heure dans la démo. Alors, vous allez me dire, c'est super, mais j'ai quand même envie de garder un peu plus de contrôle sur mes données. J'ai envie peut-être de rajouter du prompt engineering par la suite, etc., de devoir requêter mon modèle de façon plus personnalisée. C'est aussi possible, et donc ça à travers une autre API qui s'appelle l'API Retrieve. Dans ce cas, on va prendre juste la partie génération de requêtes d'embedding et récupération de contexte, et par la suite, vous pouvez rajouter votre template de prompt. Et là, on arrive au choix du modèle. Et cette fois, vous avez le choix entre tous les modèles qui sont disponibles aujourd'hui sur Amazon Bedrock. Ça peut être Llama 2 de chez Meta, ça peut être Jurassic, Claude, tous les modèles qui sont actuellement sur la liste de Bedrock. Et enfin, vous générez la réponse. Assez parlé théoriquement. Donc là, on va parler d'un point de vue pratique. Tout à l'heure, Nizar n'avait pas réussi à réserver un chalet aux Alpes à 100 € la nuit. Donc là, on va voir si avec RAG, on va pouvoir faire ça. Donc là, je suis sur S3. J'ai créé un bucket dans lequel j'ai mis 2 fichiers Excel. Il faut savoir que voilà, dans la vraie vie, vos données seront certainement dans une base ou dans un data warehouse. Donc, soit on fait des exports, soit on fait de la synchronisation, mais ce n'est pas obligé que ça soit sur S3 dans un premier lieu. Bien sûr, tout ce que je vous montre ici, il est possible via API. Moi, je vous fais une démo via la console. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ce bucket? Eh bien, j'ai un fichier agence dans lequel j'ai juste créé fictivement une liste d'agences avec des numéros de téléphone, des adresses, plutôt des horaires d'ouverture et des zones de couverture. Et dans l'autre fichier, j'ai mis un fichier avec des tarifs complètement fictifs et avec des communes. Donc maintenant, je vais dans Bedrock. Et sur la gauche, vous voyez l'orchestration. Et c'est là où on retrouve Knowledge Base. Si vous voulez passer un peu de temps pour savoir ce que ça donne, il y a la documentation qui est accessible jusque-là. Mais sinon, on va créer cette Knowledge Base. Donc, on va lui donner un nom. Ça serait bien que ce soit un nom que vous retenez. Les permissions IAM, très important pour sécuriser l'accès aux données. Et donc, ici, je mets le lien vers ma source de données, S3. Et à ce niveau, je peux activer le chiffrement de mes données, très important pour la sécurité. Et on revient à la stratégie de chunk.
Et c'est ici que vous définissez comment vous voulez découper votre donnée. Donc ça serait par défaut pour cette fois. La prochaine étape, c'est le choix du modèle d'embedding. Donc ici, je vais partir sur Titan G1, mais pour l'instant, il y a encore le choix avec 2 autres modèles. Et c'est là la base vectorielle. Donc, si vous prenez à droite, donc vous aurez le choix entre Postgre, Aurora, Pinecone, etc. Mais moi, j'ai fait le choix de Redis, OpenSearch Serverless, pardon. Voici mon récapitulatif avant de créer ma knowledge base. Je vais la créer. En réalité, ça prend quelques minutes, donc j'ai coupé un petit peu pour ne pas vous faire attendre. Très important, dès que vous créez la base, il faut cliquer sur synchroniser. Comme ça, vous crawlez vos données et donc votre base serait prête à l'usage. Donc maintenant, j'ai une base qui est complètement synchronisée, prête à l'usage. Il ne reste qu'à l'utiliser. Donc, vous voyez sur la gauche, il y a la partie test, donc je vais utiliser cette partie. Et vous voyez qu'il y a un bouton Generate Responses. Ça vous rappelle l'API Retrieve and Generate. Effectivement, donc s'il est activé, ça veut dire que je suis en train d'utiliser l'API Retrieve and Generate. Si je le désactive, ça veut dire que je fais que l'extraction, donc que l'API Retrieve. Donc on va tester. Donc on va commencer par choisir le maximum de chunks. Moi, j'ai laissé à 5. Vous pouvez rajouter des filtres si vous le souhaitez. Et ici, je vais choisir mon modèle. Donc voilà, c'est limité aux 4 modèles, comme je vous ai dit. Et je vais essayer de poser la même question que Nizar a posée tout à l'heure. Trouve-moi un hôtel, plutôt un chalet dans les Alpes à 100 € la nuit. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais cliquer? Eh bien, tout simplement, il va commencer à convertir, à construire la représentation vectorielle de ma question, à stocker dans la base vectorielle et plutôt chercher dans cette base les vecteurs qui sont proches à cette représentation vectorielle. Il va trouver les chunks qui sont pertinents, 2 en l'occurrence, et sur mes métadonnées, je retrouve bien mon bucket S3 avec le fichier tarif sur lequel il s'est basé pour me donner cette réponse. Maintenant, je vais poser la deuxième question, Lisa. Alors, ok, c'est super, j'ai trouvé plein de choix. Je vais aller sur une agence de réservation. Est-ce que tu peux me trouver une agence de réservation? Il va faire la même chose, mais un peu différent, c'est-à-dire dans la partie data source, eh bien cette fois, le chunk, en tout cas la partie la plus pertinente, c'est mon fichier agence et pas mon fichier tarif. Donc, il me remet bien une liste d'agences avec les numéros de téléphone que je pourrais appeler rapidement pour réserver ce chalet aux Alpes. C'est tout pour la démo. Donc, dans cette session, nous avons vu comment vous pouvez améliorer vos applications RAG avec le RAG pour que ça soit adapté à votre contexte d'entreprise. On a vu les différentes façons de personnaliser et pourquoi c'est important de personnaliser. On s'est arrêté sur les concepts d'un point de vue un peu théorique du RAG. On a vu ensemble, d'un point de vue pratique, comment notre client l'UCPA, grâce à Hugues, nous a fait ce retour d'expérience et la trajectoire qu'ils ont parcourue pour arriver au déploiement qu'ils ont en production aujourd'hui. Et enfin, on a vu Knowledge Base pour Amazon Bedrock et comment elle peut simplifier cette méthode RAG pour vos applications. Si vous voulez aller plus loin, je vous laisse ces ressources que vous pouvez scanner. C'est la documentation Knowledge Base pour Amazon Bedrock et aussi le GitHub Sample, donc le repo dans lequel vous pouvez trouver tout ce que nous publions en open source. Merci beaucoup pour votre attention.